Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour cette matinale que nous poursuivons ensemble. Tout de suite, le journal de la rédaction dont voici les titres. C'est aujourd'hui que Carles Puigdemont, le président séparatiste de Catalogne, doit répondre à l'ultimatum du gouvernement central. Il a jusqu'à 10h heure locale pour renoncer à déclarer la séparation de sa riche région. Madrid a promis de suspendre son autonomie s'il n'y renonce pas. Nous irons au Maroc où la problématique de l'eau a fait l'objet d'une réunion hier à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani. Une commission ministérielle a décidé de créer une commission technique. Elle est chargée de proposer des mesures pour traiter le déficit en eau. Et puis nous irons à El Jadida pour le Salon du Cheval, une 10e édition qui se poursuit jusqu'à dimanche. Un concours pour les pur sang arabes est organisé. Vous le verrez pour ces chevaux, les critères de beauté sont très précis. Reculer ou aller au choc frontal. Carles Puigdemont, le président séparatiste de Catalogne, doit répondre aujourd'hui à l'ultimatum du gouvernement central. Il a jusqu'à 10h heure locale pour affirmer clairement qu'il renonce à déclarer la séparation de sa riche région de 7,5 millions d'habitants. Hier, le gouvernement espagnol a tenté une proposition de dernière minute pour surmonter la crise. Il a laissé entendre qu'il renoncerait à sa menace de suspendre l'autonomie de la région si des élections régionales sont convoqués. Soha Aboutar. Le temps est désormais compté avant que Madrid ne prenne la décision de suspendre l'autonomie de la Catalogne. Jeudi 10h, c'est l'ultime délai que le gouvernement central a donné au président séparatiste catalan, Carles Puigdemont, pour qu'il revienne à la légalité et renonce à sa déclaration unilatérale d'indépendance. Cette demande est ferme et elle expire dans 24 heures. Je pense que nous sommes d'accord sur les objectifs. Premièrement, récupérer l'autonomie de la Catalogne. Deuxièmement, récupérer les droits de tous les Catalans. Troisièmement, retrouver le calme pour tous les citoyens de la Catalogne, car il est intolérable que les gens vivent dans la peur parce que M. Puigdemont les a placés dans cette situation. Et enfin, de préserver la reprise économique de la région. Le gouvernement espagnol se dit prêt à utiliser l'article 155 de la Constitution. Déclenché par le Sénat, il permettrait au gouvernement de reprendre tout ou partie des compétences de la Catalogne. À terme, il permettrait surtout de convoquer des élections régionales pour renouveler le Parlement catalan et remplacer les dirigeants actuels de manière démocratique. Une décision qui risque de provoquer de vives agitations côté catalan. En effet, la crise actuelle étant le résultat de l'annulation en 2010 par la justice d'un statut conférant à la Catalogne de très larges pouvoirs. Le dirigeant séparatiste Carles Puigdemont ne semble cependant pas prêt à revenir sur sa décision. Bien que la Catalogne soit divisée presque à parts égales sur l'indépendance, il estime que les Catalans ont attribué à leur parlement régional le mandat de déclarer l'indépendance après avoir voté à 90% en faveur de la sécession lors d'un référendum le 1er octobre. Je vous le disais en titre, une commission ministérielle s'est réunie hier à Rabat. Elle a décidé de créer une commission technique, une commission chargée de proposer des mesures pour traiter les cas de déficit en eau. Elle s'est réunie sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani. Dans le détail, elle doit non seulement énumérer les cas de déficit en eau, mais aussi accélérer les investissements en matière d'eau potable et d'eau d'irrigation. Saad Eddine El Othmani a évoqué la mobilisation des différents services afin de se pencher sur les problèmes relevés dans plusieurs régions du royaume. Plus de détails dans ce reportage de Saïd Khan et Baler Sektaoui. Le récit est de Férouz Bentaleb. La hausse des températures et la diminution des pluies. Une situation qui a créé un manque dans les réserves d'eau au Maroc. Le gouvernement, conformément aux hautes orientations royales, a décidé la création d'une commission technique qui se chargera de l'examen de la problématique du déficit en eau dans les zones rurales et montagneuses. Une commission technique est créée dont le rôle est d'établir les projets à réaliser d'urgence afin d'accélérer la cadence de l'investissement au niveau de l'infrastructure hydraulique. Des mesures d'urgence auxquelles ont contribué plusieurs départements, tels que le département de l'Intérieur, de l'Agriculture ou encore de la Logistique et de l'eau. Et conformément à ces mesures, seront fixées les priorités des projets à mettre sur pied d'urgence ou sur le moyen terme.
Évidemment, il y aura des mesures à caractère institutionnel qui accompagneront ces mesures, qu'elles soient urgentes ou stratégiques, sur le moyen terme. Des rapports internationaux ont fait écho dans le passé d'une pénurie d'eau à venir. C'est l'une des grandes problématiques de ce contexte de changement climatique. Il est à noter que le Maroc a réussi, depuis les années 70, à bâtir un modèle efficient de gestion de l'eau, capable de répondre aux besoins futurs sur le moyen et le long terme. On reste au Maroc. De nouveaux éléments de l'enquête menée par le Bureau central d'investigation judiciaire, le BCIJ, relative au démantèlement samedi dernier par la cellule terroriste pro-Daesh ont été communiqués hier. L'expertise scientifique menée par les services compétents sur les produits suspects saisis dans une planquure à Fès et dans une voiture appartenant à l'un des éléments arrêtés. Ces produits, je vous le disais, sont des liquides et poudres chimiques essentiels utilisés dans la fabrication d'explosifs que les membres de la cellule projetaient d'utiliser pour perpétrer leur plan terroriste dans le royaume. C'est ce qu'indique le communiqué du ministère de l'Intérieur. Direction Bruxelles, où la Commission européenne a annoncé hier le déblocage de près de 120 millions d'euros. Objectif, aider les pays européens à protéger les espaces publics de leur ville, des espaces de plus en plus ciblés par des attaques terroristes. Outre les fonds proposés pour mieux sécuriser les lieux publics, la Commission propose aussi de créer un réseau d'expertise. Il devra permettre aux Européens de partager leurs bonnes pratiques dans la sécurisation des lieux ouverts, apparaissant comme des cibles faciles. Exemple, les aéroports, les gares ou encore les stades. L'exécutif européen a par ailleurs confirmé qu'il préparait la création d'une unité européenne de renseignement, unité déjà annoncée en septembre par son président Jean-Claude Juncker. On reste sur le sujet de l'antiterrorisme, direction la France cette fois. Hier, le Parlement a définitivement adopté un projet de loi antiterroriste controversé. Ce dernier facilite les perquisitions ou les fermetures de lieux de culte. Cette nouvelle loi a été adoptée en seconde lecture par les sénateurs à une large majorité, malgré les réserves exprimées par les défenseurs des droits. Dénoncé comme liberticide par ses opposants, critiqué par des experts de l'ONU, la loi antiterroriste a suscité très peu de débats publics dans le pays des droits de l'homme, un pays traumatisé par une vague d'attentats terroristes qui a fait 241 morts depuis 2015. Au Portugal, cédant au flot de critiques dénonçant son incapacité à lutter efficacement contre les feux de forêt, le Premier ministre António Costa a dû se résoudre hier à remplacer sa ministre de l'Intérieur. Il a accepté la démission de Constança Urbano de Sousa, accusée de toutes parts d'avoir été incapable d'éviter une deuxième catastrophe après les incendies du mois de juin. António Costa a reconnu des erreurs graves commises par les services de secours placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Selon le dernier bilan établi mercredi par la protection civile, le nombre de victimes des incendies de ce week-end est monté à 42 morts après le décès d'un blessé qui a succombé à ces brûlures. La princesse Lala Salma a pris part aux travaux de la conférence mondiale de l'OMS, des travaux sur les maladies non transmissibles. C'était hier à Montevideo, capitale de l'Uruguay. La princesse Lala Salma y participait en tant que présidente de la fondation Lala Salma Prévention et Traitement des cancers, mais aussi en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'OMS. L'événement se poursuit jusqu'à vendredi. Les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les maladies respiratoires chroniques sont quelques-uns des grands problèmes de santé d'aujourd'hui. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel s'est achevée hier après 2 jours de discussion. Lors de cette dernière journée, le projet Suède a été lancé, un projet pour l'autonomisation des femmes. Fama Dione nous en dit plus.
Les premières dames présentes à Abidjan ont toutes pris l'engagement de mutualiser leurs efforts pour faire face à la traite, à la violence sur toutes ses formes exercées sur les femmes et sur les enfants, raison pour laquelle elles ont toutes apposé leur signature dans le communiqué final. Rappelons que ce deuxième jour a été l'occasion de lancer le projet Suite qui signifie autonomisation des femmes et dividendes démographiques, une initiative régionale qui implique 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce projet vise à renforcer les niveaux d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans la région. Ainsi, les premières dames du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Mali, du Niger et du Tchad ont toutes pris l'engagement d'aider les femmes car la mortalité maternelle est encore élevée en Afrique de l'Ouest et du Centre selon la Banque mondiale. Et on reste à Abidjan où près de 22 pays se sont donné rendez-vous pour l'Africa Agri Forum. Il s'agit pour les professionnels du secteur d'évaluer les politiques agricoles initiées depuis près d'une décennie par les États et investisseurs privés du continent. Stéphane Soumaoro et Herman Dogo. Des projets et des innovations pour impulser une nouvelle dynamique à l'agriculture. C'est à Abidjan que près de 350 acteurs de la filière ont choisi de se réunir pour relever les défis de la performance agricole. Le développement de l'agriculture doit passer par la transformation parce que pour valoriser tout ce qu'on produit, il faut que la transformation soit sur place et qu'en Afrique. Avec l'innovation technologique qui s'invite dorénavant dans les pratiques agraires, tous les regards se tournent vers l'industrialisation massive du secteur agricole. En Afrique, il faut pouvoir développer l'agriculture, intensifier l'agriculture. Mais quand on dit intensifier aussi, il ne faut pas gaspiller les intrants. Donc promouvoir une agriculture de précision beaucoup plus performante pour pouvoir nourrir la population qui va grandissante. Un rendez-vous continental attendu par tous au gré d'un partenariat sud-sud gagnant. Depuis quelques années déjà, les gouvernements et États africains se dotent de politiques en matière agricole assez performantes. L'édition de l'Africa Agri Forum 2017 est une opportunité pour eux de revenir sur les avancées et surtout sur les difficultés rencontrées lors de cette mise en œuvre. Experts, consultants, petits producteurs, gros industriels, tous se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir de l'agriculture en Afrique. Stéphane Soumaoro, Medi 1 TV, Abidjan. Retour au Maroc, direction El Jadida, où nous suivons quotidiennement le Salon du Cheval, une 10e édition qui se poursuit jusqu'à dimanche. Le pur sang arabe est à l'honneur pour le plus grand plaisir des spectateurs. Un concours est d'ailleurs organisé. Les critères de beauté pour ces chevaux sont très précis. Vous allez le voir. Férouz Ben Taleb. Le Salon du Cheval d'El Jadida, une occasion en or pour célébrer les chevaux arabes et démontrer leurs valeurs et particularités en comparaison avec les autres races. Le Maroc abrite désormais des concours de show de haut niveau et à l'échelle mondiale, où l'on affiche la beauté des chevaux pour le plaisir du public. Le concours des purs sangs arabes entretient l'intérêt particulier des éleveurs qui voient en cette occasion un aboutissement de leurs efforts investis dans l'élevage de cette race particulière caractérisée par son tempérament, mais également ses attributs qui en font une créature des plus majestueuses. Le jury s'appuie sur 5 spécificités: la tête du cheval, son cou, la longueur du dos, les extrémités ainsi que la gestuelle. Certaines épreuves ont été remportées par des éleveurs marocains à travers leur participation avec des purs sangs arabes nés au Maroc et répondant aux critères du jury de cette compétition. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans 15 minutes.